Au Sénégal, des incidents ont éclaté à Dakar, aux alentours du Parlement. À l'origine, l'examen de nouvelles lois renforçant la lutte contre le terrorisme. Les lois sont jugées liberticides par l'opposition. Ali Bongo s'est adressé aux députés et sénateurs. Le président gabonais réclame leur soutien pour préserver l'unité du pays. Une première sortie devant le Parlement depuis 5 ans. Et puis en Afrique du Sud, le parti d'opposition de Julius Malema fait pression sur le gouvernement. Il demande l'accélération des vaccinations contre le coronavirus. Une manifestation s'est tenue à Pretoria. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Des incidents ont éclaté à Dakar, la capitale du Sénégal, lors de l'examen par les députés de nouvelles lois renforçant la lutte contre le terrorisme. Ces lois sont jugées liberticides par l'opposition et les organisations de la société civile. Les précisions. Des incidents ont éclaté vendredi à Dakar lors de l'examen par les députés sénégalais de nouvelles lois renforçant la lutte contre le terrorisme, jugées liberticides par l'opposition et des organisations de la société civile qui ont appelé à manifester. Des véhicules de la police et de la gendarmerie étaient stationnés à plusieurs points du centre de Dakar, alors que l'examen des nouveaux textes se poursuivait à l'Assemblée nationale lors d'une séance houleuse. Faute d'avoir pu accéder au siège de l'Assemblée, des manifestants se sont repliés sur la place de la Nation, selon les mêmes sources. L'activiste et pourfendeur du pouvoir Guy Marius Sagna et au moins 3 membres du mouvement citoyen Y'en a marre ont été arrêtés par la police, selon les médias locaux et des images sur les réseaux sociaux. Le principal opposant Ousmane Sonko a qualifié jeudi soir ces nouveaux textes de liberticides. Les députés doivent voter des textes modifiant le code pénal et le code de procédure pénale pour renforcer la lutte contre le terrorisme, a déclaré le président du groupe parlementaire de la majorité, Aïmerou Nyingé. Ces textes visent à lutter de manière efficace et sous toutes ses formes contre le terrorisme. Les opposants sont encore dans la désinformation systématique, a-t-il ajouté. Pour mieux lutter contre certaines infractions commises en bande organisée et toute autre forme d'économie parallèle, il convient d'élargir la palette des infractions de financement du terrorisme et de donner une vocation plus englobante de l'infraction d'association de malfaiteurs, selon le texte. Une disposition du Code pénal révisé en son article 279 est particulièrement décriée par le Mouvement pour la défense de la démocratie, une coalition de partis et d'organisations de la société civile. Elle assimile à des actes de terrorisme punis et à la réclusion criminelle à perpétuité des faits commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'intimider une population et de troubler gravement l'ordre public. 15 casques bleus de l'Organisation des Nations Unies au Mali ont été blessés dans une attaque aux véhicules piégés. Une de leurs positions temporaires a été aussi visée dans le nord du pays, selon des informations de la MINUSMA rapportées sur les réseaux sociaux. Il s'agit de casques bleus allemands, a dit à l'AFP un membre de la commission de la défense du Parlement allemand, sous le couvert de l'anonymat. 12 sont gravement touchés, a-t-il dit. Ce matin, une base opérationnelle temporaire de la force de la MINUSMA, près du village d'Ishagara, dans la commune de Tarkin, région de Gao, a été la cible d'une attaque aux véhicules piégés, a rapporté la MINUSMA sur Twitter. 15 casques bleus ont été blessés. Leur évacuation est en cours, a-t-elle ajouté, sans fournir plus de précisions dans un premier temps sur les circonstances de l'opération. La MINUSMA avait établi là une base temporaire depuis jeudi, le temps de sécuriser une opération de remorquage d'un véhicule de la mission, a indiqué une source sécuritaire internationale. Le véhicule à remorquer avait été endommagé par l'explosion d'un engin explosif artisanal. L'engin avait explosé au passage d'un convoi de la MINUSMA qui escortait le déploiement d'un bataillon dit reconstitué de l'armée malienne, c'est-à-dire intégrant d'anciens rebelles ayant combattu les forces régulières dans le nord avant la signature d'un accord de paix en 2015. Lundi, 6 soldats de la force Barkhane et 4 civils avaient été blessés quand une voiture bourrée d'explosifs avait détonné à proximité d'un véhicule blindé français dans les environs de Gossi au centre. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU, africaines
et française. Le président Ali Bongo Ondimba réclame le soutien des députés et sénateurs de son pays pour préserver l'unité du Gabon. C'était au cours de son premier discours devant le Parlement depuis 5 ans et 2 ans et 8 mois après un grave accident vasculaire cérébral. Si la stabilité politique est mise en devant, la situation sanitaire du pays n'a pas été occultée. Sa dernière adresse au Congrès des 2 chambres largement dominées par son parti depuis qu'il est devenu chef de l'État en 2009 datait de juin 2016, 2 mois avant sa réélection, très contesté par l'opposition. Et s'il multiplie depuis 1 an les discours télévisés et les apparitions publiques, c'est la première fois qu'il prononçait un discours retransmis en direct par les médias nationaux depuis un accident vasculaire cérébral le 24 octobre 2018 qu'il avait tenu 9 mois éloigné d'un pays, essuyant alors une piètre tentative de putsch militaire et l'ascension d'un tout-puissant directeur de cabinet finalement tombé en disgrâce et emprisonné pour détournement de fonds publics. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous, sur votre sens de l'intérêt général, des responsabilités, de la loyauté, sur la volonté qui est la vôtre de voir le nom Gabon, qui est inscrit sur la scène continentale et internationale comme un modèle à suivre. Le Gabon n'a enregistré à ce jour officiellement que moins de 25 000 cas positifs au Covid-19, 159 décès et aujourd'hui affiche 290 cas actifs pour une population de moins de 2 millions d'habitants. Le couvre-feu est maintenu malgré les chiffres bas. Ali Bongo Ondimba, 62 ans, a été élu en 2009 après le décès de son père Omar Bongo, qui avait dirigé sans partage ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale pendant près de 42 ans. Il a été réélu en 2016. Le président nigérien Muhammadu Buhari, lui, ne va plus se rendre à Londres, du moins pas pour le moment. Il devrait donc s'y rendre. C'était vendredi dernier pour un bilan médical, mais le voyage du chef de l'État nigérien a été reporté. Et pour quelle cause? Les détails dans cet élément. Il y a 3 mois, un précédent congé du président nigérien pour raison de santé dans la capitale britannique avait déclenché une vive polémique au Nigeria. La visite de suivi médical du président Muhammadu Buhari au Royaume-Uni, prévue vendredi 25 juin 2021, a été reportée. Une nouvelle date sera annoncée en temps voulu, a indiqué le conseiller présidentiel Femi Adesina, qui avait annoncé la veille dans un communiqué le voyage du président. Muhammadu Buhari, 78 ans, s'est rendu plusieurs fois à Londres pour des raisons médicales depuis sa première élection à la présidence en 2015, mais la nature de sa maladie n'a jamais été révélée. L'état de santé de l'ancien général a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale en 2019, l'opposition affirmant qu'il n'était pas physiquement en état de gouverner. Buhari a remporté l'élection. Il s'est rendu à Londres pour des raisons médicales en 2016 et 2017. Il avait déclaré n'avoir jamais été aussi malade de sa vie et avoir subi plusieurs transfusions sanguines. Le dernier voyage médical à Londres du président a eu lieu fin mars à la mi-avril, juste avant une grève des médecins des hôpitaux publics du Nigeria, protestant contre le niveau des salaires et l'insuffisance des équipements. Son départ avait déclenché une vive polémique dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où le système de santé est défaillant avec moins de 42 000 médecins pour 200 millions d'habitants et des hôpitaux délabrés. Quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté à Pretoria à l'appel d'un parti d'opposition, celui de Julius Malema. C'est pour réclamer l'accélération des vaccinations contre le coronavirus, un mouvement qui intervient alors que le pays est frappé par la 3e vague de cette infection. Le parti fait donc pression sur le gouvernement. Comme le reste du continent, l'Afrique du Sud est en retard par rapport au reste du monde dans la vaccination de sa population. Seulement 2,5 millions d'habitants sur 59 millions ont reçu une dose à ce jour, principalement des personnes âgées et des soignants. Le pays a recensé près de 1,9 million de cas pour 59 400 décès. Le long cortège pavoisé de rouge, couleur du parti radical, s'est dirigé vers le siège de l'Agence du médicament dans la capitale pour réclamer l'accélération de la vaccination afin de permettre à tous les Sud-Africains de retourner au travail et relancer l'économie.
Les manifestants ont réclamé l'approbation d'un plus grand nombre de vaccins et un processus d'autorisation plus rapide. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud a administré essentiellement des vaccins des laboratoires américains Johnson & Johnson et Pfizer. L'EFF fait pression pour que les vaccins chinois et russes soient aussi autorisés. Le parti a menacé d'organiser un sit-in au domicile de la directrice de l'agence du médicament si celle-ci n'approuvait pas leur utilisation dans les 7 jours. La manifestation a été critiquée notamment sur les réseaux sociaux comme étant potentiellement un vecteur de propagation du virus. L'agence du médicament a annoncé mercredi lancer l'examen du vaccin chinois Sinopharm afin de déterminer son efficacité. La Tunisie a secouru cette semaine 267 migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh. Ils tentaient notamment de traverser la Méditerranée pour allier l'Europe depuis la Libye. C'est ce qu'a donc indiqué l'Organisation internationale des migrations. Depuis janvier, plus de 1000 candidats à l'exil, partis de Libye par la mer, ont fini leur course en Tunisie, un chiffre en très nette augmentation, a indiqué l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Les migrants partis du port libyen de Zouara ont été secourus par la marine et la garde nationale maritime après avoir subi une avarie, a précisé la garde maritime tunisienne. Parmi eux, 264 venaient du Bangladesh et 3 autres étaient égyptiens, selon ces sources. Ils ont été ramenés au port de Ben Guerdane, dans le sud de la Tunisie, à la frontière avec la Libye, où ils ont été pris en charge par le Croissant Rouge et l'OIM. Ils ont ensuite été placés en quarantaine dans un hôtel spécialement réservé de l'île touristique de Djerba, a précisé l'agence onusienne. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté ces 2 dernières années et le nombre de migrants en déroute accueillis en Tunisie aussi. Les foyers d'accueil du sud de la Tunisie sont pleins, a alerté jeudi Mongui Slim, dirigeant du Croissant Rouge. Il y a eu 11 000 départs de Libye entre janvier et avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé, en raison notamment de la détérioration de la situation pour les étrangers dans le pays qui tentent de s'extraire d'une décennie de conflits, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'ONU a décompté au moins 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 et 1400 en 2020. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.